Cédric Moreau-de-Bellin, vous êtes sociologue et vous publiez Force publique, une sociologie de l'institution policière, c'est aux éditions Economica. Alors l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a récemment publié un rapport très sévère sur les pratiques policières et ses abus. Est-ce qu'on manque de documentation sur ce sujet? C'est l'un des constats premiers du rapport, c'est le manque d'informations provenant notamment de l'institution policière ou de la gendarmerie. Donc il y a manifestement un manque d'informations publiques sur la question. Ceci étant, on voit aussi que ces associations peuvent finir par produire des rapports. Et puis la sociologie, l'histoire, la science politique, les sciences sociales permettent de nourrir avec un certain nombre d'enquêtes des résultats sur les déviances policières, les comportements routiniers, tout un tas de choses qui font que, bon an, mal an, on parvient à glaner un certain nombre d'informations. Ceci étant, il y a probablement un effort de publicisation à faire en la matière. Alors vous avez notamment enquêté sur l'IGS, l'Inspection Générale des Services, pas seulement, mais notamment. Comment les déviances policières sont-elles traitées par les services disciplinaires de cette même police nationale? Alors, à l'époque de mon enquête, l'IGS était une instance à part. Aujourd'hui, elle a été intégrée à l'IGPN. Donc, à l'époque, il y avait trois manières de voir une affaire être instruite par l'IGS. Soit des particuliers allaient porter plainte, physiquement ou par courrier, soit par l'intermédiaire d'une saisine d'autorité judiciaire, soit par l'autorité administrative, c'est-à-dire d'autres services de police. Il faut savoir que les membres de l'IGS ou les membres de l'IGPN sont eux-mêmes des policiers, qu'ils ont été dans des services autres, disons plus classiques, avant d'être dans ces inspections, et souvent ils y retournent après, ce qui représente à la fois un avantage et un inconvénient. Un inconvénient puisqu'on est parfois en droit de les suspecter d'être plutôt cléments avec leurs collègues, mais d'un autre côté, le fait qu'ils soient eux-mêmes policiers fait qu'ils connaissent un certain nombre de techniques, de méthodes, de dissimulation, de présentation des faits qu'ils parviennent à défaire dans l'enquête précisément parce qu'ils ont ce savoir pratique. Et alors comment est-ce qu'on explique la distorsion entre le nombre de violences alléguées et les sanctions finalement prises? Alors j'ai constaté en faisant mon travail, pour le dire rapidement, que à peu près un tiers des plaintes déposées à l'IGS l'étaient pour des faits de violence allégués, alors que cela ne représente qu'à peu près 13-15% des sanctions prises à la suite d'enquête. Donc je me suis intéressé à cette distorsion sans immédiatement me dire voilà la preuve que les inspections de contrôle couvrent les agents. Je suis donc allé suivre des enquêtes au sens où j'ai regarder des dossiers disciplinaires et j'ai regardé comment les enquêtes étaient conduites, et j'ai identifié un certain nombre d'étapes qui font que les enquêteurs parviennent ou non à établir des violences illégitimes. Or, il y a un certain nombre de ces étapes sont très difficiles à établir, et il faut avoir une attestation médico-judiciaire qui montre de manière formelle qu'il y a eu une violence illégitime, mais ça c'est très rare. Il faut qu'il y ait une contradiction dans la procédure initiale de l'intervention contestée qui indique que quelque chose a été dissimulé, mais là aussi c'est très rare. Et troisième possibilité, il faut qu'il y ait un témoin qui ne soit ni un ami du plaignant, ni un des autres policiers. Là aussi, c'est très rare. Donc, de fait, il y a beaucoup d'affaires qui arrivent à un classement sans suite. Ceci étant, me contenter de regarder les conditions pratiques de l'enquête, je trouvais que c'était aussi s'arrêter un peu en chemin, et donc je me suis intéressé aux affaires de violence illégitime qui aboutissaient quand même à des sanctions. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elles étaient toutes sanctionnées, quasiment toutes sanctionnées, parce qu'elles s'apparentent à des privatisations de l'action policière. C'est-à-dire que c'est moins le fait d'avoir été violent qui est sanctionné, ou en tout cas tout autant le fait d'avoir été violent qui est sanctionné, que le fait que ça ne peut pas être considéré comme relevant du périmètre de la force publique.
Est-ce que, plus généralement, on sait si les abus policiers augmentent ou si c'est la perception de ces abus qui est davantage mise en lumière? Alors, ça renvoie à la première question, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir des données sur le plus long terme. Il faudrait aussi raffiner en fonction des services, en fonction des types de police. Si on prend la police de maintien de l'ordre, qui est assez peu traitée dans l'ouvrage, parce que ce ne sont pas les déviances qui sont les plus portées à la connaissance des services de contrôle. Mais si on regarde sur le XXe siècle, on voit une réduction de l'usage de la force physique dans les manifestations, encore que ça puisse se retourner notamment avec l'usage des moyens dits intermédiaires, c'est-à-dire les armes sublétales. Donc pour pouvoir porter ce diagnostic au niveau général sur le long terme, il faudrait pour le coup avoir plus de données comme le réclame l'ACAT. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de votre enquête de cette fameuse phrase sur le monopole de la violence légitime? Alors, c'est effectivement une définition très courante de l'État en sociologie, parce que c'est celle du sociologue Max Weber. Moi, ce qui m'a intéressé dans la question de la légitimité de la violence, c'était de voir comment, concrètement, elle était établie ou non par les enquêteurs de l'IGS. Et en regardant dans le détail la manière dont ces enquêteurs travaillent, je me suis rendu compte qu'ils procédaient rarement à une mesure de la violence et ensuite à une discussion où ils décideraient de si c'était légitime ou pas, mais ils regardent les logiques situationnelles dans lesquelles se déploie l'usage de la force et évaluent si, dans ces conditions très interactionnelles, la violence est légitime ou elle ne l'est pas. Cela renvoie à un débat très ancien qui est que la délégation de l'usage de la force à la police suppose un encadrement par le droit, mais que cet encadrement est nécessairement lâche dans la mesure où, la détermination de la légitimité de l'usage de la violence se joue en situation et non au préalable, avant l'intervention. Elle se joue en situation, selon des logiques qui, du coup, dépendent du jugement, d'évaluation des policiers. À quelles conditions l'institution policière peut-elle se réformer? Qu'est-ce qui a déjà ou qu'est-ce qui peut transformer cette institution? Alors, l'institution policière peut se réformer. Elle peut se réformer à la suite d'un scandale. On a déjà vu dans l'histoire de France des cas analogues. Elle peut aussi se réformer à la suite d'implémentation de nouvelles techniques de gestion des missions policières. Je pense par exemple à l'introduction de la culture du résultat dans l'institution policière a eu des effets sur l'institution. Si maintenant, mais alors c'est pas nécessairement le type de réforme auquel on peut penser. Les modalités de réforme qui consisteraient par exemple à chercher à réduire l'usage de violences illégitimes ou à combattre un certain nombre de comportements qui sont de plus en plus contestés. Le droit ou la législation peut être un recours, mais il ne peut l'être qu'à partir du moment où il y a une transformation de plus grande ampleur de l'institution policière, et notamment ce pourquoi je plaide à la fin du livre pour un accroissement de l'autocontrainte des policiers, notamment par l'intermédiaire de la formation, qui me semble être un lieu essentiel. Et on a déjà des exemples où la sociologie critique a permis une réforme de cette institution policière? On a des tentatives de réforme, notamment lorsque Dominique Monjardet a participé pendant 2 ans. Sociologue, auteur notamment d'un livre qui s'appelait « Que fait la police ?» Voilà. Lorsqu'il a accepté d'être attaché à la DCSP de 1999 à 2001 de mémoire, mais son bilan était, de son propre aveu, mitigé. Pour l'heure, la sociologie critique ne suffit pas
les apports de la sociologie critique doivent nécessairement s'appuyer sur un mouvement plus large, un mouvement critique de mobilisation, d'associations, de partis, de policiers réformateurs à l'intérieur de l'institution. Et de ce point de vue, il me semble que la sociologie, lorsqu'elle se veut critique, a tout intérêt à essayer d'apporter un point de vue qui n'est pas simplement une sophistication de critique qui existe déjà par ailleurs dans le monde social, mais qui, par le fait qu'elle a une connaissance particulière de l'institution, par le fait de ses méthodes, parviennent à formuler quelque chose d'original et de nouveau qui complète le travail critique. Démarche que vous synthétisez en conclusion de votre ouvrage par cette idée de civiliser la police. Pourquoi ces termes-là? Alors, civilisation fait référence aux travaux d'un sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias et qui a essayé de mettre en évidence que tout du moins l'Europe occidentale, puisque c'était son objet, a connu sur le long terme un processus de civilisation à la fois au niveau de l'État et au niveau des individus, et qui se traduit notamment par une réduction ou une délégitimation de l'usage de la violence physique dans les rapports sociaux. Si j'emploie ce terme, c'est parce que les travaux d'histoire ont bien montré au XIXe siècle que l'institution policière française avait été érigée comme un moyen de civilisation globale de la société française, et que de ce fait, elle avait été amenée elle-même à se civiliser, et par un accroissement du contrôle de son activité par le droit, mais aussi par des formes d'autocontrainte par l'intermédiaire de la formation. Et c'est ce mouvement qui me semble devoir être poursuivi, approfondi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.